Ah et ben il fait pas chaud aujourd'hui hein. Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Alors dans le précédent épisode, on avait parlé un petit peu du matériel qui nous permet de faire de l'autoguidage. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, le temps que l'ordinateur démarre. Bon, à vrai dire, pendant que l'ordinateur redémarre, parce que j'ai déjà tourné une bonne partie de cette vidéo, mais manque de chance, j'ai débranché le câble et l'ordinateur n'a pas de batterie. Donc tout l'enregistrement de l'ordinateur a été mis à la poubelle. Oh, bref, c'est pas bien grave. Donc aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur l'autoguidage avec le diviseur optique. Tout simplement parce que l'autoguidage avec une lunette guide, c'est relativement simple à mettre en œuvre, mais il y a des petites particularités et des petites subtilités à connaître sur l'autoguidage au diviseur optique, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors au moment où je montais la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler d'un point qui était essentiel concernant les diviseurs optiques. Parce que en fait aujourd'hui je vais faire de l'autoguidage avec un diviseur optique et je vais vous montrer un petit peu les étapes. Et je me suis dit, j'ai oublié de parler de la distance à respecter entre le capteur de la caméra principale et l'axe du diviseur optique. Effectivement, il y a une distance qui est très importante à respecter, c'est celle-ci. Tout simplement parce qu'ici on va avoir voilà, une plage de mise au point de la caméra de guidage. Voilà, la caméra de guidage elle se met ici. Et on va avoir une plage de mise au point qui est comme ça. Donc en fait c'est cette épaisseur là, on va avoir 2 cm on va dire de plage de mise au point. Sauf que si la caméra est trop loin, en fait quand on va faire la mise au point après avec cette caméra là, avec le télescope, et bien après quand on va vouloir faire la mise au point de la caméra de guidage, et bien on va être trop haut. Voilà, hein, on ne peut pas mettre la caméra s'il est trop haut, ça marche pas, non non non. Et inversement, s'il est trop proche, ben on va devoir faire la mise au point plus loin. Et en fait, ici, la caméra elle va aller embuter sur son capteur. Donc, on va pas pouvoir avoir la mise au point. Parce que la caméra va vouloir aller plus bas pour avoir la mise au point. Donc, ça marche pas non plus. Donc, on a une plage de réglage qui est de 1 cm ou 2 cm. Donc, le constructeur, lui, va nous donner une valeur à respecter depuis son axe de diviseur optique, qui va être, je sais pas, 3 cm par exemple. Il va falloir mettre la caméra, le capteur à cette distance-là pour avoir voilà, cette plage de mise au point correcte. Sinon, on va être trop haut ou trop bas. Donc, on aura quand même 1 cm voilà, ou 2 cm de réglage. Hein. Mais voilà, c'est une distance qui est respectée. Sinon, vous ne pourrez pas avoir la mise au point de la caméra de guidage en même temps que la caméra, de la caméra principale. Ce qui est quand même ballot si on va faire de l'autoguidage correctement. Une chose en plus, c'est respecter la distance entre le capteur de la caméra principale et le correcteur. Dans ma vidéo sur le back focus, je vous explique qu'il est très important de respecter cette distance aussi, entre le correcteur et la caméra, tout simplement parce que si vous ne respectez pas cette distance, vous aurez des étoiles déformées. Donc votre correcteur ne servira à rien. Donc comment ça se passe pour régler cet engin? Eh bien, on va d'abord respecter la distance entre la caméra et le correcteur, dans un premier temps. Et dans un second temps, avec des bagues, on va en mettre ici ou là, en fonction de comment on doit décaler le diviseur optique, pour régler voilà, la bonne distance du capteur de la caméra principale avec l'axe du diviseur optique. Ouais, ça paraît compliqué comme ça, mais bon, quand on réfléchit un petit peu, ouais, ça paraît logique, quoi. Alors, pour parler un petit peu du diviseur optique ZWO, lui, si vous respectez le schéma qu'il donne avec le diviseur optique ou la caméra, que je vais essayer de vous mettre ici ou là, je ne sais pas. Eh bien, si vous utilisez une caméra d'autoguidage, un imageur ZWO et que vous respectez l'endroit où placer le diviseur optique, vous êtes certain de pouvoir faire la mise au point correctement et d'utiliser donc votre diviseur optique correctement de chez ZWO. Voilà, allez, on rentre dans le vif du sujet. Alors dans cette vidéo, on va surtout voir la mise en œuvre de l'autoguidage. Je ne rentrerai pas dans le détail donc des logiciels parce que bon, ça va dépendre des logiciels. Je ferai une vidéo un peu plus spécifique sur l'ordinateur pour parler des différents réglages qu'on va retrouver dans les logiciels. Entre autres PHD et Prism, voilà, on fera un petit peu étape par étape. Même si j'utilise pas beaucoup PHD, bon je sais à peu près quand même, hein, d'un logiciel à l'autre, on va retrouver les mêmes choses. Hein. On va parler aussi des valeurs qui sont intéressantes, qui nous sont données pour savoir si notre guidage est bon. Et voilà ce qui pourra être, ce qu'on peut déterminer si notre guidage est mauvais. Par exemple, on peut plus ou moins déterminer qu'est-ce qui ne va pas. Allez, on y va.
Alors tout d'abord, pour refaire un petit point sur qu'est-ce qu'un diviseur optique, eh bien c'est tout simplement un petit prisme, hein, un petit renvoi coudé à 45 degrés qui va récupérer une petite partie de la lumière de notre télescope et qui va la renvoyer vers une caméra d'autoguidage. Il y a des petites choses à savoir. La première chose à faire, c'est comment bien placer ce prisme-là. Donc vous pouvez régler la hauteur à l'intérieur du diviseur optique et il faut bien sûr faire attention à ne pas trop obstruer le capteur, mais il faut aussi être assez bas pour avoir un minimum quand même de lumière et pas avoir voilà, la moitié du correcteur ou de la filtre qui cache donc le prisme et qui va nous rendre qui va nous diminuer la lumière déjà et qui va nous obstruer donc le capteur de la caméra d'autoguidage. Donc ça c'est la première chose à faire. Ensuite, comment ça va se passer? Il va falloir d'abord faire la mise au point avec la caméra principale et aussi avec le filtre que vous allez utiliser dans la soirée. Je parle de ça parce que si vous avez des filtres qui ont des différentes épaisseurs, eh bien vous allez avoir des différences de mise au point quand vous allez changer de filtre. Donc vu qu'on ne peut pas toucher à la mise au point de la caméra de guidage comme ça en claquant des doigts ou avec un petit moteur, eh bien dès que vous allez refaire la mise au point avec un nouveau filtre avec votre caméra principale, eh bien vous allez avoir un décalage de mise au point avec la caméra de guidage. Donc ça peut poser des problèmes parfois. S'il y a une trop grosse différence, les étoiles vont être très grosses et pâteaux et des fois l'autoguidage va merder. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas quand même. Tout simplement parce que si la différence d'épaisseur entre les filtres est quand même minime entre les marques, eh bien voilà, la différence de mise au point sera négligeable d'un filtre à l'autre. Donc si vous devez choisir des filtres, préférez quand même des filtres de même marque et qui sont, comme on dit, parafocaux, donc de même épaisseur et qui auront la même mise au point entre chaque filtre. Alors voilà, là j'ai lancé donc le télescope sur une étoile dans la Grande Ourse. Hein. La Grande Ourse est assez haute dans le ciel, ça nous permettra donc de réaliser notre calibration correctement parce qu'il faut éviter de faire la calibration trop bas et surtout pas vers l'étoile polaire. Donc moi je la fais souvent sur une étoile de la Grande Ourse ou de Cassiopée en fonction de l'époque, ce qui me permet de faire facilement la mise au point et la calibration dans la foulée. Donc souvent PHD, si vous utilisez PHD, hein, moi j'utilise Prism, lui il va vous obliger même à aller donc plus proche du méridien possible pour faire cette calibration. Prism, on n'a pas ce souci, mais c'est quand même plus recommandé. Donc ici je vais faire d'abord une pause de 10 secondes avec la caméra principale pour vérifier où est le télescope. Et avec Prism, on va faire ce qu'on appelle une photométrie. Donc il va utiliser donc, les étoiles qu'il aura détectées sur la photo qu'on vient de prendre, qu'on est en train de prendre. Et il va comparer ça avec des cartes intégrées qu'il a à l'intérieur pour savoir où se trouve précisément le télescope. Voilà, donc on peut voir l'étoile ici. Elle est un petit peu décalée, mais c'est parce que le suivi sidéral s'était arrêté. Donc on va faire outil télescope, retrouver la position dans le ciel. On fait OK. Voilà, il a retrouvé la position du télescope. Voilà. Donc, on va repointer comme il faut l'étoile pour qu'elle soit au centre. Et ensuite, on va vérifier sa mise au point avec notre ami le masque de Bahtinov. Alors, je ne m'embête pas à faire une mise au point automatique parce que la plupart des gens vont utiliser quand même un masque de Bahtinov. Donc, ce sera quand même beaucoup plus parlant pour la majeure partie des gens. Donc maintenant, je vais refaire une petite pause de 5 secondes. Ça ne sert à rien de faire 10 secondes à mon sens. Et après, on va mettre le masque de Bahtinov. Alors je ne vais pas reparler de comment marche un masque de Bahtinov. Si vous voulez savoir comment on fait une mise au point avec ce type d'outil, eh bien je vous mets la vidéo en lien ici et donc en fiche et en lien en description. J'ai une vidéo qui parle spécifiquement de comment on fait la mise au point. Voilà, donc on voit que l'étoile est relativement bien centrée. On va vérifier sa mise au point. On pose ça dessus. On va faire ce qu'on appelle un fenêtrage parce qu'on voit que le téléchargement des photos c'est un peu long sur ces types de caméras. Donc on va juste prendre qu'une partie de la photo. On n'a pas besoin de tout de toute façon. Hop, on lance. Une pause de 5 secondes. Et voilà notre photo avec le masque de Bahtinov. Voilà. Donc on voit que la mise au point est relativement bonne déjà. Hein. On va essayer de... Voilà, on voit que l'aigrette ici est centrée par rapport aux deux autres qui sont en biais ici. Donc je ne vais pas toucher à cette mise au point là. Hop, je vais refermer, je vais remettre en entier. J'enlève le masque. Bien entendu, je le répète,
là, j'ai fait la mise au point avec un filtre clair. Si vous utilisez un filtre H-alpha pour votre soirée d'observation, si vous faites par exemple toute la soirée avec un filtre H-alpha, faites la mise au point avec votre filtre H-alpha. C'est très important avant de faire la mise au point de la caméra de guidage. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je vais lancer les pauses de 3 secondes, enfin du moins une pause pour l'instant, pour voir. Et ensuite, on va faire la mise au point. Donc la mise au point est relativement simple à faire. Il suffit de bouger de haut de haut en bas la caméra sur, voilà, sur son support pour faire la mise au point. Donc on peut voir que la tête des étoiles sont un peu bizarres. Alors ça c'est plus ou moins normal, tout simplement parce que le prisme est peut-être devant une paroi comme une partie de la roue à filtre par exemple, hein, ou alors du correcteur derrière, ou pour X raison. Il peut y avoir aussi un petit problème de back focus, hein. Ici je sais que sur ma caméra principale le back focus est quand même relativement bon, mais rien ne me dit que en fait il est 100% bon quand on va mettre un capteur plus grand, et que dans le bord du correcteur, eh bien, les étoiles sont moches. Et je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. Donc là je vais faire la mise au point de la caméra, je vais mettre un bouclage en infini, hop, et je vais faire démarrer. Je fais continuer. Je vais essayer de ne pas faire la bêtise de tout à l'heure à débrancher l'ordinateur. Voilà. Et je vais bouger la caméra sur son axe. Voilà, donc là je vais la descendre un peu. Voilà, encore un peu. On voit que ça s'améliore. Ouais. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais écoutez, on reste comme ça. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir des étoiles 100% rondes, hein. Je veux dire, le logiciel, si vous avez des étoiles ovales, ça ne lui posera pas de souci pour calculer le centroïde de l'image. C'est-à-dire, lui, il va prendre la distance milieu entre l'endroit où l'étoile est le plus allongée et l'endroit où elle est le moins allongé. Et lui, il va connaître le centre. Donc ça ne pose aucun problème. Voilà, on va arrêter ça. On enlève le bouclage. Alors, on peut voir qu'il n'aime pas trop la lumière que j'ai mis. Donc je vais couper la lumière ici et on va surtout se concentrer sur l'ordinateur maintenant parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors maintenant on va faire la calibration. Alors c'est la même chose pour tous les logiciels, c'est-à-dire la monture ou le logiciel plutôt, il a besoin de savoir comment est placée la caméra de guidage par rapport aux axes de mouvement de la monture. Sans ça, il ne va pas savoir comment corriger en fonction des mouvements de l'étoile. C'est-à-dire si l'étoile va en haut, bah lui il faut qu'il la fasse redescendre. Donc s'il fait bouger un axe alors que c'est pas le bon, l'étoile va aller n'importe où. Donc c'est pour ça que le logiciel il a besoin de connaître donc les différents axes de la monture. Donc pour ce faire, eh bien, on va lui faire ce qu'on appelle la calibration. Donc lui il va nous demander, il va faire bouger tous les axes de la monture et vérifier comment se comporte une étoile. Donc pour les processeurs de vieille Q6, je vous conseille ici de mettre les mouvements donc, de guidage au maximum. Ça va aider à améliorer donc, le mouvement des étoiles sur les différents axes. Donc pour faire la calibration dans Prism, alors PHD je vous laisserai aller voir des tutos. On va aller dans calibration ici, dans la partie guidage. Alors une chose aussi importante, si votre caméra est beaucoup bruitée, eh bien vous allez avoir des pixels chauds ou beaucoup de bruit. Pour enlever ce bruit, pour éviter que le guidage se fasse sur un pixel chaud plutôt qu'une étoile, il est intéressant de faire ce qu'on appelle un dark. Ici on peut le voir, donc on peut faire une soustraction de dark. Donc si vous faites des pauses de 3 secondes par exemple, vous allez faire un dark de 3 secondes avec votre caméra de guidage. Donc c'est 3 secondes dans le noir, et après vous allez mettre ce fichier là, cette image là ici, et lui comme ça il va le soustraire à chaque fois qu'il fera une photo pour l'auto-guidage. Donc ça permet de supprimer les pixels chauds et pas guider sur un pixel chaud, hein. Sinon il ne bougera jamais et il n'y aura pas de guidage. Donc on clique OK. Ici on va sectionner une étoile, on va sectionner la plus grosse ici. Hop, et on va lui laisser faire son mouvement. Donc là il va faire 10 secondes de mouvement en ascension droite. Ensuite il va faire 10 secondes de mouvement en déclinaison. Ensuite 10 secondes de mouvement en ascension droite. Et après encore une fois en déclinaison. Et on voit que l'étoile ici elle a bougé. Donc on redit où elle est avec la petite flèche. Clac, on clique. Donc là il a calculé le mouvement. Voilà, ça a bougé de 9,43 d'un angle de temps. Voilà, voilà. Hop, voilà, là, donc là elle a monté. Donc on voit qu'elle a bougé dans l'autre axe.
Calibration réussie. Donc voilà, on peut voir le mouvement qu'a fait l'étoile en fait. Bon, on voit que c'est pas revenu tout à fait, j'ai peut-être un petit peu de jeu encore dans ma monture. Là j'ai fait le réglage il n'y a pas longtemps, mais ça fait très longtemps qu'elle est dans le garage, hein. J'ai pas pu shooter récemment, mais c'est pas grave, le logiciel il a détecté les différents axes de la monture. Allez, maintenant on va pointer M42 pour faire un petit essai. Et surtout, n'oubliez pas, c'est d'enlever le masque de Bahtinov. Hein, j'en connais certains qui oublient de l'enlever. Et ensuite, ils se retrouvent avec des images avec des petites aigrettes un peu bizarres. Voilà, on est sur M42. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est lancer le guidage. Donc, comment ça se passe le guidage? Eh bien, tout simplement, on va faire démarrer le guidage. Alors je passe un petit peu sur les réglages, je pense que ça fera l'objet d'un tuto spécifique sur les réglages des logiciels d'autoguidage. J'en ai déjà parlé un petit peu sur PHD, mais il y en a qui m'ont beaucoup demandé Prism, donc on regardera ça en détail une autre fois. Ce qui est important de savoir, c'est voilà ce qui se passe après. Donc on va sélectionner une étoile, on va prendre par exemple celle-ci. Vous pouvez mettre sélection auto, hein. Moi je préfère sélectionner moi-même quand je fais en manuel comme ça. Donc voilà. Donc là maintenant il va faire des pauses de 3 secondes et toutes les 3 secondes du coup il va recaler si il a vraiment besoin donc la monture sur des réglages qu'on aura prédéfinis, c'est-à-dire si par exemple il aura décalé si l'étoile aura décalé par exemple de plus de temps d'arc seconde ou de temps de pixels, on va lui demander une correction. Donc c'est nous qui sélectionnons à vrai dire à quel moment il fait une correction ou il ne fait pas de correction. Ça peut nous éviter de faire un autoguidage en dents de scie qui est plutôt mauvais. Alors, une chose importante aussi, c'est revenir ici sur l'agressivité, sur une agressivité normale, voilà, de base quoi. Hein. Vous vous souvenez, pour la calibration, on l'avait augmenté. Voilà, donc ça en fait le petit carré ici, ça correspond à 1 pixel. Donc on peut voir voilà combien se décale l'étoile de guidage. Donc là, elle sort un petit peu du pixel. Donc voilà, on peut voir qu'il remet. Ici, on peut voir donc les corrections. On peut voir que ici on a une erreur moyenne de 2,84 secondes. Alors il faut prendre ça avec parcimonie sur les petites focales parce que certaines lunettes n'ont pas une résolution assez élevée, voilà, elles n'ont pas un pouvoir séparateur assez élevé pour séparer des détails de plus de tant d'arcs secondes. Et ici, entre autres, on est sur une petite lunette qui fait 274 mm de focale et en fait elle n'est pas capable d'avoir une résolution de plus de 3 secondes d'arc. Donc en fait ici il faut prendre les valeurs voilà, avec des petites pincettes, hein. C'est plus facile, j'aurais dû le faire avec le Newton, ça aurait été mieux. Mais bon, moi je ne prends jamais ces valeurs comme elles sont là pour cette lunette. Donc on va lancer une petite pause par exemple de 300 secondes pour voir ce que ça donne. Et puis peut-être que je lancerai une petite séquence et je vous mettrai la photo si j'ai le temps à la fin de la vidéo. Donc je passe un petit peu sur ces 300 secondes, on y revient après pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc 300 secondes, c'est une pause de 5 minutes. Bien sûr là je suis en filtre H-alpha, j'ai changé de filtre. Et avec un filtre H-alpha, même s'il y a la lune, on peut se permettre des pauses jusqu'à 10 minutes. Hein. Allez, on revient tout de suite. Alors en attendant que la pause se termine, donc on peut voir ici donc la courbe donc avec les corrections. Donc ici on peut voir donc un pixel de la caméra de guidage, très important. Et en fait on peut venir voir un petit peu ici qu'est-ce qui se passe sur le logiciel. Donc dans calcul. Alors tous ces paramètres là, vous les avez bien entendu dans tous les logiciels de guidage et PHD vous allez les avoir aussi. Hein. Donc on peut voir que l'erreur totale de la pause, on est à 1 seconde 65. Donc c'est quand même pas trop mal. Hein. Faut savoir que quand je suis avec le Newton, je suis en dessous, j'arrive à être en dessous la seconde d'arc. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, par rapport au calcul ici, pour moi, ce sont des valeurs qui sont erronées par rapport à la lunette. Voilà, ce qui importe réellement au final, c'est ce qu'on va voir sur notre image finale. Hein. D'ailleurs, en parlant d'un petit peu de cette erreur en seconde d'arc, quand vous allez vouloir vérifier le signe avec des petites lunettes comme ça,
ne prenez pas en compte non plus les valeurs que vous allez avoir, parce que vous allez avoir aussi des valeurs erronées, parce que le logiciel, la lunette ne pouvant pas donner une résolution assez élevée par rapport à la vraie qualité du ciel, eh bien, vous allez avoir vraiment des valeurs erronées, quoi. Hein, vous allez vous retrouver avec un signe à 6 ou 7, alors qu'en réalité, il va peut-être être à 2 ou 3, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver encore sur ces logiciels? Ici, on peut voir les mouvements. Dès que ça devient rouge, en fait, c'est qu'il aura fait un mouvement de rattrapage ici. Après, ici, en contrôle, on va avoir donc des forces. Ça, c'est très important, hein, la force. C'est là que vous allez venir régler, en fait, si vous voyez qu'en RA, qu'en ascension droite, ça commence à déconner plus qu'en déclinaison, bah, vous augmentez ici la valeur. Vous allez mettre 0,4, 0,5, 0,6. Ici, pareil, c'est l'agressivité. Après, les logiciels comme PHD, ils ont un algorithme qui permet de définir aussi par rapport aux corrections et à la valeur à laquelle ça a été corrigé réellement, et ben en fait le logiciel il va s'adapter lui-même. Il va dire bon bah en fait là j'ai fait une agressivité de 0,3, ça n'a bougé que de 0,2 alors que je voulais bouger de 0,3, et ben en fait mon agressivité est pas bonne. Je crois que ça s'appelle l'hystérésis sous PHD. Après non prisme on est sur quelque chose qui est relativement basique, hein, franchement, et puis mais au final c'est pas plus mal parce que ça marche quand même super bien. Alors, qu'est-ce qu'on va encore retrouver sur ce logiciel qui est intéressant? C'est ici le flux. Le flux, c'est en fait la luminosité de l'étoile. C'est-à-dire, on va pouvoir surveiller grâce à ça s'il y a un passage nuageux. Si on voit que le flux diminue comme ça d'un coup ou par graduation, graduellement, eh bien, on peut se dire, ben, on a un passage de nuages à l'heure actuelle. Donc, voilà, on peut appeler ça un petit peu un cloud watcher, quoi. On va pouvoir surveiller la météo. Alors voici ma pause de M42. Alors c'est pas facile le M42. Donc une pause de 5 minutes. Voilà. Et on peut voir que les étoiles restent quand même relativement pas mal. Voilà. Allez, je vais lancer une petite séquence. Ce qui n'est pas commun avec la Lune, mais... Et puis, alors j'ai plus de lumière pour vous souhaiter un bon ciel à tous, donc je vais le faire quand même dans le noir. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel. J'espère que cette vidéo vous servira à comprendre un petit peu le mécanisme de l'autoguidage. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Astronet. Au revoir.